Alors, à la fin de mes considérations générales, j'ai rejoint une opposition entre, d'un côté, la question de la poésis, et de l'autre côté, le témoignage. La question que j'ai posée, c'était qu'aujourd'hui, un des problèmes les plus importants qui se pose à la pratique artistique, c'est le déficit de témoignage que l'image, surtout l'image numérique, l'image produite technologiquement, demande. J'ai dit que le cinéma offre nous des occasions pour repenser, pour élaborer, pour configurer ce problème. Pour deux sortes de raisons, je résume les dernières de mes considérations d'hier, pour deux sortes de raisons. La première raison, c'est que le cinéma a un rapport constitutif avec la technique, c'est Benjamin qui nous l'a fait observer. Mais la deuxième, pour moi plus importante considération, c'est que le cinéma se trouve face au problème de la représentation de l'horreur qui l'histoire nous a proposé avec la question des camps d'extermination, sur laquelle, comme vous savez, il y a une querelle toujours ouverte si l'image peut rendre justice à l'horreur, ou bien si l'image, au contraire, c'est connivant, c'est un moyen complice de l'horreur. Je fais noter et observer aussi une autre question, que le problème spécifique, technique, formel, si vous voulez, du cinéma, de l'image cinématographique à l'époque actuelle présente, c'est la question de la transition de l'image photographique à l'image numérique. Pourquoi? Parce que le partage traditionnel entre un côté fantastique et un côté testimonial, ce mot est bien compris en français, testimonial, oui. Je pense. Oui. Le témoignage. Du côté du témoignage. Hein. Quelqu'un m'avait fait noter que testimonial n'est pas un mot français. Si, c'est clair pour vous, testimonial. C'est le testament. Qui a affaire avec le témoignage. Qui a affaire avec le témoignage. Aussi le testament. Parce que le témoignage, c'est quelque chose qui a affaire avec la mort, avec ce qui reste. Un partage, donc, que l'histoire du cinéma a toujours recomposé avec des formes toujours nouvelles. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la façon dont cette division semble vouloir se recomposer au moment technique actuel dans une phase pendant laquelle se présente pour la première fois la possibilité qu'elle soit définitivement non récomposable. Pourquoi? Parce que l'image numérique a la capacité de s'émanciper complètement de l'élaboration d'une trace imprimée sur un support photosensible et peut donc complètement se passer d'une base photographique et reproductive, c'est-à-dire de l'élément testimonial, de témoignage, inscrit de manière constitutive dans le dispositif de base originel du cinéma. Ça, c'était le cadre dans lequel j'ai placé mon interprétation du film que nous commentons aussi ce matin. Dans ce film, j'ai fait observer en particulier deux choses. La première est d'ordre technique, c'est-à-dire que dans le film The Five Abstractions, l'environnement numérique se comporte comme quelque chose, comme une structure d'accueil. J'ai employé ce terme
intentionnellement. Structure d'accueil, ça signifie quelque chose pour accueillir les autres, les immigrés, etc. L'environnement digital devient une structure d'accueil intermédiaire d'autres techniques, la technique photographique et autres techniques aussi. La deuxième considération que je fais est que le film pose la question de la paternité, qui est l'auteur, où finit la contribution de von Trier, où commence la contribution de Jürgen Leth. Mais enfin, j'ai fait observer que le film distribue des rôles. Hein. Il y a un rôle poétique, justement, esthétique, poétique, c'est le rôle de Jürgen Leth. Et il y a le rôle du moraliste, le rôle éthique. Le rôle éthique est déconstructif, c'est le rôle de von Trier. À ce point, je finis mon intervention en vous lisant ce que j'avais écrit à propos du film, que c'est une interprétation plus spécifique du film même. L'accusation que von Trier portera en général contre Leth est en effet justement une accusation d'ordre esthétique, avec ses variantes, toutes 5 variantes, qui sont toutes trop belles, Jürgen Leth ne parvient pas à sortir de l'esthétique. Ce à quoi visaient au contraire précisément les instructions et les limitations de von Trier. Comme il est dit de manière presque trop didascalique dans la lettre finale, il s'agissait de faire devenir l'être humain parfait, de perfect human, un simple être humain. Mais de quelle manière pourrait avoir lieu dans les intentions éthico-pédagogiques de von Trier ce passage de la perfection à l'imperfection? La réponse, qui se trouve dans les limitations imposées au fur et à mesure par von Trier au faire poétique de Leth, est que cette imperfection se gagne en apprenant à témoigner. Ou, si vous voulez, en apprenant à faire témoignage avec des images. La construction du film se laisse facilement interpréter et dénouer dans sa complexité à partir de ce présupposé. Voyons donc les premières limitations. L'être humain parfait était tourné dans un non-lieu, un blanc, un espace vide, blanc et sans objet. Sa première réadaptation serait tournée à Cuba, un endroit où Leth n'est jamais allé. De plus, deuxième limitation, il faudra se passer de set et tout tourner sur place. Enfin, troisième limitation, aucune séquence ne devra dépasser les 12 photogrammes. Il s'agit là d'une limitation punitive qui indique de manière presque sadique un impératif économique. Rien de plus que le strict nécessaire. La première variante que je vous voulais montrer, c'est possible? Alors, on va la voir. Hun lægger sig sådan her. Det er sådan, hun lægger sig. Alors, vous rappelez que von Trier refuse cette première variante parce qu'elle est trop belle. Elle est tout comme une vidéoclip. Et dans ce moment, von Trier introduit une référence directe et décisive à la question du témoignage, en l'opposant frontalement au statut esthétique du film de 67.
et de sa première réadaptation que nous venons de voir. Il dit à Lettre: est-ce que tu montrerais dans ton film un enfant mourant dans un camp de réfugiés? Lettre répond que non, il ne ferait pas. Von Trier lui impose alors une nouvelle limitation. Il tournera dans un des endroits les plus pauvres de la planète, mais il ne fera pas voir cette pauvreté, parce qu'il a déclaré. De plus, ce sera l'être lui-même qui interprétera le rôle de l'être humain parfait. Letts choisit un des quartiers les plus effrayants de Bombay, le quartier des prostituées, un enfer, comme il le définit. Et dans la deuxième variante, il doit prendre acte, il arrive à prendre acte de ne pas pouvoir éviter de témoigner, de quelque manière, de cette réalité de pauvreté. C'est la scène que nous allons voir dans une minute, la scène pour moi décisive du film. L'être humain parfait, en smoking, doit consommer un repas raffiné au beau milieu d'une ruelle de Bombay. Ce qu'il fait en interposant entre lui et la foule des miséreux un écran voilé, un rideau semi-transparent qui exclut les parias, mais non pas au point de ne pas les faire voir d'une certaine façon. On peut voir cette scène de seconde variation. Sans variation que Letts propose à von Trier, c'est la plus originale. Pourquoi? Parce que l'esthète a donc dû charger d'avis en intégrant dans son regard et dans son écoute. C'est très important le problème du bruit, de la présence sonore de l'autre dans les scènes que nous venons de voir. Il a dû intégrer un élément éthique et testimonial. Mais il a ainsi enfreint une des limitations qu'il avait acceptées, de ne pas faire voir. Alors von Trier doit rejeter la variante indienne, Bombay, qui peut-être était l'unique qui correspondait à ses exigences éthiques. Mais il la doit refuser, parce qu'il a enfreint la règle. Mais comme von Trier imagine que le repentir de Letts a probablement commencé, la nouvelle, la troisième variante, sera sans règle et sans restriction. Que l'esthète fasse ce que lui semble le mieux. Mais, à ce point, sans l'aide de règles éthiques, l'esthète tombe dans la confusion. Il le dit, il le déclare. Elle ne réussit à produire rien de plus approprié qu'une nouvelle œuvre d'art parfaite, la plus étrange. On ne va pas la voir parce que c'est un peu long, mais c'est la plus godardienne, si vous voulez. Hein? Quelque chose comme une réactualisation du film du 67. Von Trier le punira de la manière la plus dure qui soit. La quatrième variation doit être un cartoon. Une forme de cinéma que tous les deux détestent. Il le déclare. Ce sera comme passer ton film à la moulinette, il lui dit. Naturellement, le carton est magnifique,
d'où la trouvaille de la lettre finale et du dernier renversement des rôles autoritaire. Ta mission pédagogique a échoué. Dit, ajoute, se dit à lui-même, von Trier, ta mission pédagogique a échoué, se dit à lui-même, von Trier, comme si Lett le lui disait. C'est moi qui t'ai fait trébucher, ajoute-t-il,